Yo, c'est Jules pour le crayon, et aujourd'hui je vous explique les bases du féminisme. Le féminisme, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness. Tout le monde en a entendu parler et a son avis dessus, la plupart sait plus ou moins où le situer, mais très peu ont plongé sous la surface. Alors, j'ai fait quelques recherches pour éclaircir tout ça. Parce que notre objectif au crayon est de vous donner des clés de compréhension de notre époque, pour que vous puissiez vous forger votre propre avis. Les bases, c'est un format de vulgarisation qui sert à cela. Alors, si vous soutenez cette démarche, abonnez-vous, c'est très précieux. On va revoir les bases. C'est bon, je crois que j'ai les bases, je vous explique. Le féminisme est un mouvement social qui a connu plusieurs phases. Je reviendrai plus tard sur l'histoire du terme féminisme même, mais d'abord, nous allons examiner ces quelques phases. Pourquoi ? Eh bien, parce que, pour citer Caroline Forrest, le féminisme n'est pas une histoire de filles, mais l'histoire d'un humanisme révolutionnaire qui a bouleversé le monde, comme peu d'idéaux peuvent se vanter de l'avoir fait. Cela mérite que l'on prenne au sérieux son histoire. Alors, parlons un peu d'histoire. Avant d'arriver au cœur du sujet, à savoir le XXe siècle et les vagues féministes, faisons un bref détour par de l'histoire ancienne. L'Antiquité n'est pas très favorable à la condition des femmes. Aristote écrit par exemple que l'homme lui est supérieur et doit la gouverner. Oh, c'est une tradition chez nous. C'est la Gaule. Le Moyen-Âge n'est pas la pire période, en tout cas pas pour les femmes, dont la condition connaît de nombreuses améliorations entre le XIe et le XIIIe siècle. Par exemple, c'est de là que date la théorie consensuelle, qui fait de l'échange de consentement entre époux le lien du mariage. Ou encore le droit d'exercer les mêmes activités, ou quasiment les mêmes, que les hommes. Et puis c'est aussi à cette période que des femmes, à Léonore d'Aquitaine par exemple, des femmes nobles certes, mais des femmes exercent le pouvoir. Au tournant du XVe siècle, on a une pensée qu'on considère pré-féministe, avec une femme, Christine de Pisan, qui est la première femme française à avoir vécu de sa plume. Respect. Elle n'est pas encore féministe, mais elle prend conscience du déterminisme dans lequel sont enfermées les femmes dès leur naissance, et elle écrit à ce sujet. À la Renaissance, la redécouverte du droit romain fait progressivement reculer la condition des femmes, qui redeviennent juridiquement incapables et sont privées d'exercer les activités et fonctions qu'elles avaient auparavant. À la Révolution, Condorcet ou encore Olympe de Gouges prennent position en faveur de l'égalité des droits. Qu'on leur coupe la tête ! Pourtant, les XVIIIe et XIXe siècles constituent ce qu'on pourrait qualifier d'ère glaciaire pour la condition des femmes. Le Code civil napoléonien de 1804 rétablit l'autorité du père de famille. Moi je pense et toi tu obéis. Et en 1848, alors qu'on est en République, les clubs féminins sont interdits et les femmes sont exclues du suffrage universel. Vous trouvez ça normal ? Et ça n'échappe pas aux femmes. En tout cas, pas à Flora Tristan, une femme de lettres du 19e qui tweet à l'époque « L'homme le plus opprimé peut opprimer un être, sa femme. Elle est la prolétaire du prolétaire. » Prends ça, Marx. C'est dans ces conditions qu'apparaît le terme féminisme. Car à l'époque, on utilise encore le terme féminin pour désigner le mouvement qui lutte en faveur des droits des femmes. Le terme féminisme serait apparu vers 1830 chez Charles Fourier. Mais ensuite, ces premières occurrences sont soit péjoratives, chez Dumas par exemple, elles désignent le manque de virilité, soit médicales, pour en décrire les symptômes, tels que le manque de pilosité. Je suis vraiment très féministe, ou très féminin. Mais puisque les revendications pour l'extension des droits des femmes prennent de plus en plus de place dans la société, le terme devient de plus en plus courant. Et c'est là qu'on entre dans la première vague. Quoi ? Il était déjà parmi nous il y a un siècle ? On nous a menti, je le savais. Mais non, patate, il ne s'agit pas d'un virus. Même s'il gagne de plus en plus d'individus, c'est un mouvement dont on parle. Pour cette partie, j'ai notamment puisé dans un court article très clair de la sociologue Johanna Dagorn, je vous le mets juste ici, allez checker ça. La première vague féministe revendique des droits civiques et politiques au tournant du XXe siècle. En France, citons deux femmes à retenir. La romancière Andrée Léo, qui crée la Société de revendication pour les droits des femmes en 1869, et la journaliste Hubertine Auclair, qui organise la première manifestation en ce sens en 1881 à Paris. Et ouais, les manifs, ça date pas d'hier. Pendant ces années, Hubertine Auclair édite aussi un hebdomadaire, La Citoyenne, qui portera l'essentiel des revendications en faveur du droit de vote des femmes pour les années à venir. Outre-Manche, au pays de Wayne Rooney, et accessoirement de Shakespeare, les suffragettes mènent des actions violentes pour revendiquer le droit de vote. Pour dire leur motivation, elles choisissent même de passer par la case prison plutôt que de payer une amende. Il faut passer le maximum de temps en prison. Finalement, en 1928, elles obtiennent que les femmes puissent voter au même âge que les hommes. En France, le suffrage universel ne sera obtenu des femmes qu'en 1944, soit près d'un siècle après les hommes. Et les bureaux de vote, malgré tout l'appareil solennel du tapis vert, de l'isoloir et de l'urne, sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les hommes n'ont jamais fait de place de bon gré aux femmes en politique. Aujourd'hui, le Parlement est toujours loin de la parité, on n'a jamais eu de femme chef d'État et la seule femme première ministre, Édith Cresson,
n'a pas eu la vie facile. Ce que vous voulez faire ne les intéresse pas, finalement. C'est ce que vous êtes. La couleur de votre tailleur, comment vous êtes coiffé. La deuxième vague du mouvement féministe prend forme à partir des années 1960. Son objet est la maîtrise du corps fécond, pour citer la sociologue Johanna Dagorn. Pour schématiser vulgairement, les femmes en ont marre d'être coincées à la maison avec les mioches que leur mari leur a fait. La papesse de cette période, c'est Simone de Beauvoir. Vous connaissez sûrement son ouvrage Le deuxième sexe qui a eu un retentissement mondial, et dont l'idée principale est que le corps des femmes est une entrave à leur liberté. La prospérité des 30 Glorieuses procure une autonomie financière supérieure aux femmes, qui les amène à vouloir limiter les naissances. C'est le début d'un chemin semé d'embûches pour la maîtrise de la fécondité, dont voici quelques étapes. En 1967, la loi qui autorise la contraception, puis la naissance du MLF, le manifeste des 343 ou le procès de Bobigny avec Gisèle Halimi sont des étapes importantes sur l'accès au droit à l'avortement. Et enfin, en 1975, est promulguée la loi Veil pour la dépénalisation de l'IVG, qui signifie qu'une femme ne risque plus la prison parce qu'elle a avorté. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Conjugué aux évolutions légales, on a mai 68, qui bouleverse les tabous et les « faut faire ci, faut pas faire ça ». Ça favorise une libération sexuelle. Les femmes ont désormais la possibilité de coucher avec n'importe qui sans être mariées et sans prendre le risque de tomber enceinte. Mais évidemment, il n'y a jamais qu'une seule dimension aux choses, sinon ce serait trop simple. En l'occurrence, la libération sexuelle voit aussi naître et exploser l'industrie pornographique. Et avec elle, de virulents débats qu'on appelle les sex wars. Le débat est le suivant. Est-ce que se dévoiler, se filmer en plein acte sexuel, faire du porno quoi, c'est un acte émancipateur, choisi, féministe, ou au contraire, c'est un contre-coup du patriarcat qui transforme les femmes libérées en objets sexuels? La deuxième option, c'est ce que pensent des féministes comme Andrea Dworkin, qui incarne un féminisme dit radical, pas au sens d'extrême, mais au sens de qui va à la racine dans sa lutte contre le patriarcat. À partir des années 70, on a différents courants de la pensée féministe qui émergent. Un courant universaliste, un courant différentialiste, du black feminism aux États-Unis, c'est la troisième vague, qui est influencée par des théories écoféministes, post-matérialistes et queer. L'une des figures de proue est l'américaine Judith Butler. En gros, l'idée de cette pensée, c'est que toutes les femmes ne vivent pas la même chose car elles ne subissent pas les mêmes oppressions. On ne peut pas répondre de la même manière aux besoins d'une prostituée handicapée et d'une femme bourgeoise, qui sont pourtant toutes les deux des femmes. L'objectif est aussi de faire disparaître les normes de genre, un terme apparu en 1972 sous la plume d'Anne Oakley aux États-Unis. Alors, on résume. La première vague, c'est les droits civiques et politiques. La deuxième vague, c'est la maîtrise de la fécondité et la libération sexuelle. Et la troisième vague, ce sont de nouvelles luttes qui intègrent les lesbiennes, les racisées, les prostituées, etc. Aujourd'hui, on est entre la troisième et la quatrième vague. Mais non, Jules, on est déjà à la cinquième et moi je crains le reconfinement. Les meilleures sont les plus courtes, tais-toi. Notons bien que dans chacune de ces vagues, il n'y a pas une pensée unique, mais bien plusieurs courants théoriques et militants. Alors, ces vagues, où nous amènent-elles? Aujourd'hui, on est à l'égalité des droits, qui est consacrée dans la Constitution. Mais on peine à atteindre l'égalité réelle, et les femmes à s'affranchir des injonctions de la société dite patriarcale. Patriarcale, ça veut dire que dans la société, l'autorité est détenue par les hommes, qui représenteraient le supérieur et l'universel. Souvenez-vous d'Aristote. Les luttes contemporaines contre ces injonctions rassemblent des intellectuels, comme Mona Chollet qui écrit sur la relation de couple, Camille Froidevaux-Métairie sur le corps, ou Virginie Despentes sur l'injonction à être bonne. J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Et aussi des créatrices de contenu, qui protestent contre le culte de la beauté, de la jeunesse et de la minceur, ou l'injonction à la maternité. Par ailleurs, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles est un sujet majeur, porté notamment par exemple par le collectif Nous Toutes. Le mouvement féministe s'est aussi ouvert aux problématiques de la race au sens social et de l'identité de genre, dans un souci d'une plus large inclusivité des personnes non blanches et de la communauté LGBTQIA+. De nouveaux droits sont revendiqués, par exemple récemment avec la PMA pour toutes. D'ailleurs, j'ai du mal avec ces sujets, j'aimerais bien mieux les comprendre. T'en fais pas, on reverra bientôt les bases de l'intersectionnalité, du genre et de la bioéthique. Abonne-toi pour pas les rater. Pour porter tous ces sujets, de nouvelles formes de militantisme ont vu le jour. Je pense évidemment au collage de rue, mais aussi et surtout aux réseaux sociaux. Instagram et Twitter dynamisent beaucoup le mouvement féministe, en permettant le partage de connaissances et l'organisation spontanée de mobilisations, que ce soit des manifs dans la rue ou un mouvement comme MeToo. Grâce aux réseaux sociaux, le niveau de culture sur cet enjeu est haut, ce qui est bon. Le revers de la médaille, c'est que quelques dizaines de comptes militants diffusent un message quasi identique qui tend à lisser le discours et à le stéréotyper. Autre difficulté, il y a dans le milieu féministe une injonction à ce qu'on appelle la pureté militante. En gros, on exige que tout soit irréprochable, au risque d'être exclu. Et c'est carton rouge, oh non!
ce que je redoutais. Ça, ce sont deux des critiques que l'on formule régulièrement à l'encontre du féminisme contemporain. Mais il y en a d'autres. On l'accuse de s'être radicalisé, voire hystérisé, un terme formé sur le radical utérus, souvent utilisé pour discréditer une femme qui s'énerve. Qu'est-ce qui vous pose tant de problèmes pour que vous soyez obligé d'être hystérique à ce point? Ça, c'est la critique des mascus. Mais cette radicalité est assez logique au final. D'abord, avec les réseaux, on est bien mieux informé, donc plus prompt à s'indigner quand 3 féminicides sont commis dès la première journée de 2022. Ensuite, quand demander ne fait pas assez bouger les choses, on finit par s'irriter. D'ailleurs, les suffragettes posaient des bombes pour obtenir le droit de vote. Alors quelques critiques sur Twitter. On peut relativiser cette radicalité dans un pays où on a fait 3 fois la révolution. Autre critique répandue, la place accordée aux hommes dans le mouvement. Ils seraient laissés pour compte, voire haïs. Pour beaucoup, c'est une diabolisation très exagérée. Mais certains hommes s'agacent d'être accusés de complicité envers un système alors qu'ils n'ont eux-mêmes jamais attenté à une femme. Par ailleurs, on débat de si les hommes peuvent occuper une place équivalente à celle des femmes dans le mouvement, ou s'ils doivent plutôt être à leur côté en tant qu'alliés. Autre grand sujet de controverse sur le mouvement féministe actuel, ses priorités. Alors là, chacun y va de sa sauce, c'est une carbéchaméloniaise le truc. Il y a celles qui trouvent que l'écriture inclusive prend trop de place par rapport à des questions plus concrètes, celles qui mettent en avant des femmes trans ou racisées qui seraient plus précaires, celles qui critiquent la place que celles-là prennent, et puis ceux qui trouvent que les Françaises rechignent pour des broutilles. Une autre critique à l'encontre du féminisme, celle-là très particulière à la France, c'est le bouleversement qu'il causerait de l'universalisme, avec l'émergence de l'intersectionnalité comme prisme de lecture des questions sociales. Mais on y reviendra dans un prochain épisode. Par ailleurs, chez des personnes aux valeurs traditionnelles plus conservatrices, l'égalité entre les sexes abolirait la distinction, et la complémentarité, qui est vantée par exemple par Pierre Rabhi. C'est contre nature, hein. Mais bon, il n'est plus là pour le défendre. Enfin, dernière critique, celle-là plutôt de la part de féministes très engagées et très militantes, le féminisme washing, dont feraient preuve certaines marques ou certaines influenceuses, en se qualifiant parce que ça fait bien de féministes. Pour résumer les enjeux et tensions du féminisme, la difficulté, c'est que le terme même recouvre des luttes aussi variées que l'égalité salariale, que quasi plus personne ne conteste, et la reconnaissance sociale d'une personne qui serait travailleur du sexe, trans et migrante, qui fait moins l'unanimité. La difficulté, c'est de réunir tout le monde sous la même bannière. On arrive à la fin. Gardez en tête que c'est un sujet que je n'ai traité qu'en surface, c'est les bases quoi. Si vous voulez en savoir plus, il y a des sources en biblio. C'était Jules pour le crayon, maintenant sortez d'ici. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, c'est toujours précieux pour nous. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne du crayon et activez la cloche, ça soutient notre travail. Merci. Notre temps est arrivé.